Merci les éditions de la Villette, Pierre, Ankitsa pour l'organisation de cette conférence à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Pour également avoir porté cet ouvrage, comme le rappelait Brankitsa, qui a été une très très longue aventure, une aventure commencée donc alors que Marc Bédarida était responsable des éditions de la Villette, et je les remercie pour avoir réalisé cet ouvrage d'une très très grande qualité. Je ne reviendrai pas sur cette longue histoire, on pourra y revenir au moment des questions-réponses si vous en avez envie. J'ai été à cette occasion très heureuse de retrouver Jean-François Alain, justement, de recontribuer avec lui sur les traductions de Homestead, puisqu'on avait d'ores et déjà travaillé ensemble sur les traductions, enfin lui plutôt que moi, mais en tout cas on avait beaucoup échangé sur les traductions de Wright, de Frank Lloyd Wright pour le Broadacre City, et donc on s'est retrouvés sur ces traductions d'Homestead. Il a énormément souffert et peut-être qu'on pourra aussi en discuter suite à cette conférence de ce problème qu'a représenté les traductions de ces textes que vous trouvez dans l'ouvrage. Je le remercie d'être là ce soir. C'est un grand plaisir pour moi. Alors finalement, cet ouvrage sur les travaux d'Homestead et ses écrits, c'est, comme le Brankitsa le rappelait, c'est la première fois qu'il y a donc ces traductions de proposer d'une anthologie en fait de textes, un choix de textes en français. C'est un ouvrage qui paraît finalement dans un bon timing, puisque actuellement, donc en 2022, est célébré le bicentenaire de la naissance d'Homestead. Homestead est né le 26 avril 1822, donc il y a un très grand nombre de manifestations, plutôt dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, qui célèbrent donc la pensée d'Homestead avec cette maxime sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes, Parks for all people. Les parcs sont pour tout le monde, sont conçus pour l'ensemble de la population. D'ailleurs, la pandémie mondiale et les différents confinements que nous avons vécus au cours de ces dernières années n'ont fait que remettre à l'ordre du jour un certain nombre d'enjeux dont nous allons parler ce soir. Homestead avait parfaitement conscience de l'importance du parc dans la ville, de l'arbre, d'un point de vue sanitaire, mais aussi, on le verra, social. Il en a fait un enjeu politique et il est aisé, je crois, de faire le lien avec les débats actuels dans une majorité des grandes métropoles. Alors, comprendre l'œuvre d'Homestead et les principes qu'il développe est indissociable. Il faut en fait comprendre l'homme et sa vie, comment il en arrive justement à cette carrière d'architecte du paysage. Il n'est pas comme certains de ses étudiants aujourd'hui dans l'amphi à 18 ans, a décidé qu'il devient architecte du paysage. C'est une décision qu'il prend alors qu'il a d'ores et déjà plusieurs expériences professionnelles derrière lui. Et il est important d'avoir ces différents repères biographiques pour comprendre l'œuvre. C'est ce que je vais faire dans un premier temps, avant ensuite de préciser certaines notions, ou certains diront certains concepts que développe plus particulièrement Homestead, qui caractérise son œuvre. Et puis, dans un dernier temps, on verra un certain nombre de projets, de dispositifs spatiaux qui constituent en fait des références majeures dans l'histoire non seulement du paysagisme, mais aussi de l'urbanisme. Alors, Homestead naît, je le disais tout à l'heure, il y a 200 ans, 1822, dans le Connecticut. Le Connecticut est l'un des 13 États fondateurs de l'Union des États-Unis. Nous sommes en Nouvelle-Angleterre. Hartford est la capitale du Connecticut. Elle compte à cette époque-là à peu près 7000 habitants. Et il décède en 1903 dans la banlieue de Boston. Je vous précise cela parce qu'il traverse donc tout le 19e siècle, ou presque, et c'est un témoin privilégié des transformations majeures qui s'opèrent à l'échelle du territoire des États-Unis, dans les villes comme les campagnes. Il est aussi un acteur essentiel
de ce 19e siècle, pas uniquement comme architecte du paysage, mais aussi, on va le voir, dans le monde des lettres, dans le milieu des réformateurs sociaux, du fait de son engagement au sein de plusieurs institutions. Alors, à sa naissance, le 26 avril 1822, les États-Unis sont composés, je vous ai mis des cartes parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde ait conscience de cela, est composé des 22 États situés à l'est du Mississippi et qui intègrent, les États-Unis intègrent aussi la Louisiane et le Missouri. Ces États-Unis d'alors recensent moins de 10 millions d'habitants et la plus grande ville de l'Union est New York avec près de 124 000 habitants. Quand il meurt en 1903, les États-Unis sont pratiquement unifiés d'est en ouest. Ils recensent plus de 76 millions d'habitants. New York compte à elle seule plus de 3,4 millions d'habitants et Chicago près de 1,7 million d'habitants. Et ces transformations sont extrêmement importantes. C'est un contexte qu'il faut intégrer aussi pour comprendre l'œuvre d'Olmsted. En 1822, donc quand naît Olmsted, les États-Unis se construisent selon cet état de cet idéal, on va dire plus exactement, de la démocratie agraire qui a été affirmé par les pères fondateurs de l'Union des États-Unis, dont Thomas Jefferson, et dont l'enjeu est de transformer le territoire en un Garden of the World, un jardin du monde, au fur et à mesure que les pionniers, donc les nouveaux agriculteurs qui arrivent sur ces territoires, s'implantent sur les terres non encore domestiquées de l'Ouest américain, du continent américain. Et c'est important parce que cet idéal pastoral nourrit l'esprit d'Olmsted. Ce paysage de la Nouvelle-Angleterre qui est ponctué de petites villes qui comprennent toutes. Donc là, je vous ai pointé Hartford, on a une carte du Connecticut, et vous voyez, si on zoome, donc ces limites qui sont les limites des townships, donc de ces petites villes qui maillent ce territoire et qui ont toutes leurs institutions culturelles et éducatives. Et ce paysage de la Nouvelle-Angleterre constitue pour lui un modèle sa vie durant. Et cette colonisation donc, du Connecticut, qui débute au XVIIe siècle, est faite sur la base du township, ce maillage que vous avez à l'écran, donc de petites communautés d'habitants, de petites villes, dans un paysage de campagne verdoyant. Alors, Olmsted va découvrir un monde, donc il idéalise complètement ce monde rural qui est le sien pendant sa jeunesse. Il va découvrir un autre monde rural très éloigné de cet idéal lorsqu'il va être amené, on le verra tout à l'heure, à visiter les États du Sud, les États esclavagistes du Sud, qui comptent pratiquement pas de villes, y compris les États de l'Ouest, donc les États qu'on appelle, ou les territoires de la frontière, qui sont en cours de colonisation. Et ça va de visiter ces territoires qu'il va considérer peut-être comme des territoires barbares ou de la barbarie, eh bien, va le confirmer dans la supériorité de cette organisation spatiale et sociale qui était celle de la côte nord-est des États-Unis. Alors précisons que cette affection pour le paysage de la campagne de la Nouvelle-Angleterre ne signifie pas que Olmsted doit être rangé parmi les passéistes ou les nostalgiques d'un monde révolu, loin de là. Il est homme de son temps et sa pensée traduit au contraire une foi inébranlable dans le progrès, de même que les contradictions qui sont celles de la société américaine du XIXe siècle. Alors, contrairement à certains de ses contemporains, surtout de la côte Est, Olmsted n'est pas opposé à l'urbanisation, à la ville, parce que la ville représente pour lui la civilisation, le développement de la ville représente pour lui le fait que la civilisation l'emporte sur la barbarie. Il est en fait très critique des modes de vie particulièrement rustres des pionniers qu'il observe donc à la frontière de l'Ouest. Pour autant, il a aussi parfaitement conscience que le monde urbain évolue lui-même d'une façon très problématique et critiquable. La grande ville devient elle-même un lieu de violence, un lieu de stress,
et de compétition incessante. Et donc, cette grande ville va constituer pour lui une autre frontière à laquelle il faut remédier, d'où son investissement sans relâche afin d'offrir un milieu de vie plus sain dans les campagnes et dans les villes. Alors, je le disais en introduction il y a quelques minutes, pour comprendre Olmsted, il faut comprendre la complexité du personnage lui-même. Olmsted ne se forme pas comme architecte du paysage, une formation qui n'existe d'ailleurs pas à l'époque. La profession va naître justement avec Olmsted. Et il en arrive à cette profession après beaucoup d'hésitation, en fait, on le verra. Et il explique qu'il s'est formé par le vagabondage. Il est né donc dans une vieille famille d'Hartford. Le père d'Olmsted est propriétaire d'un magasin prospère et il va vivre d'ailleurs grâce au soutien, il va conduire toute une carrière dans une première phase grâce au soutien de son père qui va soutenir financièrement son fils. Alors Olmsted n'est pas un élève particulièrement brillant. Il prend beaucoup plus de plaisir à contempler les paysages de la Nouvelle-Angleterre lors de longues balades faites en famille, seul ou avec son frère. Et son père a en effet l'habitude d'emmener toute la famille dans de longues excursions en quête de pittoresque, selon les termes que reprend Olmsted, ce qui constitue à former le regard du jeune Frederick Law. Et il apprend à apprécier ces paysages et il va notamment développer une très grande qualité d'observation qui, je pense, représente une caractéristique essentielle de son travail. Ces excursions lui permettent aussi d'apprécier la solidarité qui soude, selon lui, ces petites communautés de la Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que le soir venu, avec son frère ou seul, il va trouver facilement le gîte et le couvert dans la famille ou des hôtes complètement inconnus. Il va aussi se former grâce aux bibliothèques privées, les bibliothèques de proches, aussi la bibliothèque d'Hartford qui est très riche d'ouvrages de théoriciens du paysage comme William Gilpin, Sir Everday Price, John Claudius Loudon ou Humphrey Repton. Pour les paysagistes de l'école, ce sont des noms connus. Alors, il ne va pas à l'université parce qu'au moment où il doit intégrer Yale, il a un contact accidentel avec du poison sumac qui provoque une grave cécité et qui l'empêche donc de commencer ce cursus. Et il va, donc il explique, poursuivre sa vie de vagabond durant 4 ans. Son père l'envoie se former auprès d'un arpenteur géomètre, ce qui va permettre à Olmsted de continuer à développer ses qualités d'observation tout en acquérant de nouvelles compétences en matière de relevé, de cartographie, de tracé de route, mais aussi de division parcellaire. Il n'est pas vraiment décidé à embrasser la carrière de géomètre. Donc son père l'envoie alors à New York, chez un importateur de produits français, où Olmsted acquiert des bases en comptabilité qui vont lui être nécessaires pour la suite. Mais il n'a pas plus envie de devenir commerçant qu'arpenteur. Et cette expérience, néanmoins, lui permet de découvrir la vie new-yorkaise, et notamment, une chose importante, il habite Brooklyn, et donc il fait partie de ces premiers commuters ou voyageurs pendulaires entre Brooklyn et Manhattan grâce aux ferries. À 21 ans, il décide d'embarquer pour Canton sur un navire marchand. Ses espoirs de découverte de nouveaux mondes sont rapidement déçus. Il revient à New York 1 an après. Il n'a pas vu grand-chose et il est très malade. Et donc, à 22 ans, il va opter pour la profession d'agriculteur. Il va se former auprès de membres de sa famille, puis auprès de gentlemen farmers, dont les fermes sont particulièrement prospères. Et cette étape de sa vie est quand même une étape essentielle.
parce que l'agriculture américaine, à ce moment-là, connaît d'importantes évolutions engendrées par les progrès effectués dans les techniques agricoles, c'est-à-dire l'usage de nouveaux fertilisants, l'amélioration des systèmes de drainage, mais aussi des progrès effectués dans les moyens de transport, c'est-à-dire les canaux, les chemins de fer, qui permettent dès lors d'acheminer sur la côte Est la production des territoires de l'Ouest américain. Et il s'avère que les agriculteurs de la côte Est sont incapables de concurrencer la productivité des fermes de l'Ouest, et ils sont donc contraints de se reconvertir dans de nouvelles productions, la production essentiellement de produits frais destinés aux grandes villes de la côte Est. Et ils vont être aussi contraints de mettre en place des nouvelles techniques agricoles qui vont de manière à augmenter les rendements. Et donc l'agriculteur américain se transforme à cette époque-là en un scientific farmer avec une très grande littérature, un très grand nombre de journaux, de revues qui existent. Ce scientific farmer est souvent doublé d'un homme d'affaires particulièrement informé de l'évolution des marchés, des techniques agricoles, et ce sont aussi des personnalités souvent engagées dans la vie publique. Et c'est au sein de ce milieu des gentleman farmers qu'il va rencontrer un personnage qui va être extrêmement important aux États-Unis au XIXe siècle, qui est Andrew Jackson Downing, qui vient de publier 2 ouvrages majeurs, dont son traité sur la théorie et les pratiques du landscape gardening, donc jardin de paysage, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Et Andrew Jackson Downing est en train aussi à ce moment-là de créer une nouvelle revue, The Horticulturist, dont l'influence sera majeure durant toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Et Olmsted donc semble alors avoir trouvé sa vocation, au point qu'il demande à pouvoir suivre des cours d'agronomie et de géologie à Yale en auditeur libre durant un semestre. Ce semestre dans le milieu universitaire est capital. Il va lui permettre de faire plusieurs connaissances, dont certaines qui vont être essentielles pour la suite de sa carrière. En 1847, Olmsted s'installe comme agriculteur et rédige son premier article pour cette revue, The Horticulturist. Son père lui achète en effet une ferme sur Staten Island, dont la position à côté de Manhattan laisse espérer des perspectives florissantes. Surtout, ce qui est important, il a comme voisins des membres éminents du monde intellectuel new-yorkais. Il côtoie le poète et journaliste William Cullen Bryant, l'éditeur George Putnam, qu'on verra tout à l'heure, le juge George William Emerson, de même que des membres de familles new-yorkaises fortunées comme les Vanderbilt. Et ce voisinage prestigieux lui ouvre en fait les portes du monde intellectuel et politique new-yorkais, comme on va le voir tout à l'heure. Ils vont jouer un rôle extrêmement important. En 1850, Olmsted a 28 ans et tout porte à croire qu'il a enfin trouvé sa voie. Avec son frère et un ami commun de Yale, Charles Loring Brace, qui aura une influence majeure sur Olmsted, ils partent faire leur premier grand tour à pied en Europe. Ils partent 6 mois et pendant ce séjour, ils passent 5 mois à arpenter l'Angleterre. Le reste du temps, ils visitent l'Irlande, l'Écosse, la France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Alors ce séjour est déterminant. La découverte des paysages de l'Angleterre est une véritable révélation pour les 3 jeunes hommes. Qu'il s'agisse de la campagne anglaise, des domaines de l'aristocratie qu'ils visitent ou des parcs publics nouvellement créés qu'ils visitent également. Ils découvrent un paysage façonné depuis des siècles par les mains humaines et Olmsted prend alors conscience de l'importance de la dimension du temps dans la fabrication du paysage rural y compris. Il observe et note tout avec une très grande précision. Il décrit les habitations, l'organisation des villages, jusqu'au mode de vie
de leurs habitants, les modes vestimentaires, les systèmes de drainage, les rotations des cultures, les conditions de vie aussi des ouvriers dans les usines, etc., etc. Tant et si bien qu'à son retour, George Putnam, justement, lui propose de tirer un ouvrage de ses notes, et ce sera cet ouvrage que vous avez à l'écran, Walks and Talks of an American Farmer in England, qui est paru en 1852. Alors, lors de ce séjour, Olmsted découvre le parc public de Birkenhead, qui a été inauguré en 1847, donc peu de temps auparavant, et qui suscite un véritable enthousiasme. À son plus grand étonnement, il découvre que ce parc est ouvert à tous, du plus humble jusqu'à la reine d'Angleterre. Cette maxime qu'on voyait tout à l'heure, Parks for all people, est celle de Birkenhead. Et il va relever là encore avec précision la façon dont il a été dessiné, aménagé, l'état de la voirie, les différents cheminements, mais aussi des points techniques précis tels que le modelage du sol, son drainage. Il va aussi s'intéresser aux aspects financiers, c'est-à-dire le mode de financement du parc, les coûts d'entretien. Il relève tout cela et ça va être extrêmement important pour la suite. Le parc de Birkenhead constituera un modèle pour Olmsted. À son retour, il va partager son temps entre les travaux d'écriture et ceux de la ferme, mais son voisinage va progressivement le conduire à s'engager davantage dans le monde des lettres. On est à une époque compliquée, voire tragique pour les États-Unis, puisqu'on a à ce moment-là la question de l'esclavage, qui est un enjeu politique majeur, notamment au sein du milieu qu'il côtoie. Olmsted fait plutôt partie des modérés à l'époque, et pour cette raison, il est envoyé durant plusieurs mois dans les États du Sud par le fondateur du New York Daily Times, afin qu'il témoigne d'une façon objective, entre guillemets, comme il l'avait fait lors de son séjour en Angleterre, des modes de vie dans ces États esclavagistes du Sud. Et Olmsted va acquérir rapidement la conviction que le système économique sur lequel le Sud des États-Unis est fondé est appelé à s'effondrer de lui-même. L'esclavage, estime-t-il, est incompatible avec l'idée de civilisation, de progrès et de démocratie. Il convient d'ailleurs que le racisme est aussi un problème majeur dans les États du Nord. Alors les lettres, il envoie ce qu'il appelle des lettres, lettres d'un propriétaire foncier, et qu'il adresse au journal, vont susciter un tel débat quand Olmsted est envoyé ensuite au Texas, qui est un territoire, non encore un territoire qui vient d'être annexé aux États-Unis, qui n'est pas encore un État des États-Unis. Et là encore, l'objectif est de rapporter une sorte de témoignage de la situation sur place. Et Olmsted y découvre la vie des pionniers, peu enviable selon lui, et il fait la connaissance de petites communautés allemandes parfaitement organisées, telles que celle que vous avez, c'est ce que montre cette illustration, des petites communautés donc allemandes qui ont leur école, leur journal, leur chorale et qui sont anti-esclavagistes. Et ils considèrent que la qualité de vie qu'ils ont su créer justement dans cet environnement pourtant difficile offre un contraste saisissant avec la pauvreté et le dénouement qui est celui des colons américains établis à proximité. Et cela le conforte dans l'idée de l'importance d'une structuration sociale en petites communautés parfaitement éduquées. Alors, Olmsted va jouer un rôle extrêmement important pour aider ces communautés anti-esclavagistes, en notamment leur procurant des armes pour qu'elles puissent se défendre. En 1855, il délègue les travaux de la ferme à son frère et décide de se consacrer pleinement à l'écriture. Il va rassembler les notes prises durant ses séjours dans le sud et l'ouest américain pour les publier. Ce sont les 3 ouvrages
que vous avez à l'écran qui paraissent en 1856, 1857 et 1860. Olmsted alors déclare qu'il a intégré la République des lettres de New York selon ses propres termes, et il est estimé pour ses écrits de la même façon que pour ses positions politiques. Il est devenu un homme public. Toutefois, la maison d'édition dans laquelle il avait investi fait faillite, ses ouvrages ne se vendent pas très bien, et il se retrouve donc une fois encore criblé de dettes et sans emploi. En 1857, il apprend par une connaissance, et c'est là où on commence à rencontrer le Olmsted qu'on connaît davantage, il apprend par une connaissance, membre du conseil de Central Park, que l'on recherche un surintendant pour conduire les travaux d'aménagement du parc. Olmsted adresse sa candidature au conseil et il obtient le poste. Alors la réserve foncière avait été votée non sans mal après de longues années de lutte en 1853. Les terrains avaient été achetés en 1856, mais les opposants au parc étaient encore extrêmement nombreux et Olmsted est donc recruté afin de gérer les équipes d'ouvriers et faire en sorte que les travaux avancent plus rapidement que cela avait été le cas jusqu'alors. L'enjeu, c'est qu'on ne puisse pas revenir sur l'aménagement du parc avec les changements de mandature. Donc il faut aller vite pour réaliser les travaux. Le plan d'aménagement, donc je vous ai mis une carte de Central Park pour vous montrer sa position sur l'île de Manhattan. Il faut savoir qu'on verra tout à l'heure, quand Central Park est créé, l'urbanisation est à cette époque-là limitée dans le sud de l'île de Manhattan. Donc tout ce territoire-là est un territoire de campagne, mais il n'est absolument pas urbanisé. Donc le plan avait été réalisé par un ingénieur, Herbert Will, qui avait été chargé d'établir le relevé du site. Et il s'avère que certains hommes de l'art, comme l'architecte Calvert Vaux, qui avait été l'assistant de Downing avant que Downing ne perde la vie dans un accident de ferry. Downing avait été destiné comme celui qui aurait dû réaliser le plan d'aménagement du parc, mais il est décédé au moment donc, où la réserve foncière est constituée. Et donc, Calvert Vaux va militer pour qu'un concours international soit ouvert afin que soit proposé un nouveau plan d'aménagement pour ce parc, beaucoup plus digne que celui de l'ingénieur. Et c'est Calvert Vaux qui approche Olmsted et qui va le convaincre, non sans mal, de formuler une réponse commune au concours. Leur proposition, intitulée Greensward, remporte le premier prix en avril 1858. Et vous avez ici certains des dessins qui sont réalisés et publiés au moment, c'est le document proposé pour le concours. Alors, Central Park, pour les deux concepteurs, est conçu comme le futur centre de New York. Centre non pas uniquement pour sa position, sa situation géographique, on l'a vu, on vient de le voir, qui est en effet centrale sur l'île, d'où son nom d'ailleurs de Central Park, mais parce que selon Olmsted et Vaux, rapidement, il attirerait à lui les habitants qui étaient en train de fuir la ville polluée, la ville bruyante et extrêmement stressante, donc que l'on trouvait au sud de Manhattan. Lorsque Central Park est conçu, vous le voyez sur cette carte, je vous le disais tout à l'heure, l'urbanisation n'est pas encore parvenue jusqu'à lui, elle en est très loin. Par contre, à partir du moment où le parc va être réalisé, on va voir en effet des premiers immeubles qui vont commencer à être construits à ses abords. Alors on le sait tous, Central Park, enfin pour un certain nombre d'entre nous tout au moins, Central Park constitue une référence majeure dans l'histoire du paysagisme et l'histoire de l'urbanisme. Le tracé des différentes drives, rides, walks, selon que l'on circule en voiture tirée par des chevaux, à cheval ou à pied, de la même façon que ces fameuses voies transversales qui sont percées
en contrebas pour certaines d'entre elles, de manière à ne pas créer de rupture dans la continuité du parc. Bien, tout ce dispositif a été particulièrement étudié par nombre d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes dans le milieu du XIXe siècle, mais aussi encore au XXe. Olmsted est architecte en chef du parc, il est nommé en 1858 et il va cumuler les postes de surintendant, qu'il occupait donc d'ores et déjà, d'ingénieur en chef, et ses responsabilités sont multiples. Il est chargé du recrutement des ouvriers, de la gestion des équipes d'ingénieurs, de la direction des travaux, de la création de l'équipe de gardiennage, mais aussi de la rédaction du règlement du parc. Il faut aussi inventer en la matière. Et Calvert-Vaux, lui, assure le rôle de conseil, d'architecte conseil. Il va assurer la conception de tous les éléments d'architecture, les ponts, les passerelles et les édifices. Alors, je vous précise là parce qu'il y a une grande injustice dans l'histoire. Le nom a retenu celui d'Olmsted comme étant le concepteur de Central Park et a oublié celui de Calvert-Vaux alors que la paternité est double et c'est un problème qui va émerger entre les deux hommes à partir de très très tôt, dès les années 1860. Et cette question de la paternité va être l'enjeu d'un certain nombre d'écrits d'Olmsted, d'articles qu'il va publier pour restituer sa part donc, de paternité à Calvert-Vaux et de manière à ce que son travail soit pleinement reconnu. Alors à l'automne, donc il faut aller vite, je le précisais tout à l'heure, on va avoir des équipes de 4000 ouvriers qui vont travailler ces premières années de manière à ce qu'on ne puisse pas revenir sur cette décision qui a été prise de créer ce parc. Et à l'automne 1859, la partie située au sud de la 79e rue est ouverte au public et la première voie transverse, qui est celle que vous voyez ici, est ouverte à la circulation. Et tout de suite, on a plus de 100 000 visiteurs qui se rendent dans le parc certains jours et l'équipe de gardiens a beaucoup de mal à faire respecter le règlement rédigé par Olmsted. Le rôle des gardiens est non seulement d'assurer la sécurité des visiteurs, mais aussi de leur apprendre à respecter le parc et à l'apprécier. Leur rôle est complètement différent de celui du policier, insiste Olmsted, qui a beaucoup de mal à faire comprendre cela à la ville de New York. Alors rapidement, je précise aussi cela parce que rapidement, on a des premières observations qui vont confirmer en fait ce que les partisans et les défenseurs du parc avaient avancé pour justifier la création de Central Park. C'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire, les médecins constatent que depuis que le parc est ouvert, la population new-yorkaise est en meilleure santé. D'un point de vue social, contrairement à ce qu'affirmaient nombre de détracteurs du parc, celui-ci est devenu un espace public majeur de la ville où se côtoient les populations les plus aisées comme les plus modestes, sans heurts et sans que l'on observe donc ces incivilités que craignaient certains ou les agressions que craignaient certains, et notamment les familles les plus aisées. De plus, un enseignement est également à tirer d'un point de vue économique, parce que certes, l'achat du foncier et la réalisation des travaux d'aménagement supposait un investissement extrêmement important, mais la valorisation du foncier à proximité du parc était telle qu'il n'y avait aucun doute à avoir sur l'intérêt économique y compris de telles opérations, à tel point que de nombreuses villes vont commander très rapidement leur parc. Alors, il n'empêche que cette question du coût va constituer une source de conflit majeur entre Olmsted et le conseil de Central Park, à un point tel qu'en 1861, il va proposer sa démission aux membres du conseil qui vont la lui refuser. Il va prendre un congé sans solde
et il va s'engager dans la United States Sanitary Commission, créée suite au premier combat engagé entre l'Union et les États confédérés. Nous sommes entrés dans la guerre de sécession et il va énormément s'investir au sein de cette commission à l'organisation d'hôpitaux de campagne, l'évacuation des blessés, l'approvisionnement en médicaments, en vêtements, en alimentation. Il va ressortir de cette expérience riche de nouvelles compétences. Il est reconnu comme étant un excellent gestionnaire, organisateur. Par contre, il accepte difficilement de travailler avec une hiérarchie et notamment de se plier aux règles de l'administration, ce qui était d'ores et déjà le cas à New York. Et il va donc démissionner en 1863. Et pendant ce temps-là, Calvert Vaux est celui qui va continuer de gérer, il va prendre le relais à Central Park, mais les rapports avec les membres du conseil sont si difficiles qu'ils vont démissionner cette fois-ci de concert en 1863. Et ils vont signer leur lettre de démission Olmsted and Vaux Landscape Architects. C'est la première fois qu'ils signent avec ce titre qui leur avait été attribué en fait une première fois par la commission de l'État de New York. Donc à 41 ans, Olmsted est une nouvelle fois sans emploi. Et il hésite en fait à cette époque-là à revenir au métier de journaliste. Et à la plus grande surprise de son entourage, il part en Californie pour gérer le domaine de Mariposa, qui est alors la plus importante exploitation d'or des États-Unis. Et Olmsted découvre à ce moment-là un tout autre paysage, les paysages arides de la Californie, qu'il décrit à son arrivée comme un paysage absolument désolé. Au bout de quelques jours, toutefois, son regard commence à changer et il écrit « Je considère la situation beaucoup plus favorablement. » Je vous ai passé les précédentes descriptions qui étaient complètement désespérées. Là, il nous dit « Le paysage ici change complètement. Il est beaucoup plus aride et grossier, mais il devient grandiose. Non pas pittoresque, mais sublime. » Et il découvre notamment les paysages de la Yosemite Valley, qui l'enchantent complètement, et il est émerveillé par les forêts de séquoias géants qu'il décrit comme des étrangers distingués parvenus d'un autre monde. Je vous montre ces tableaux parce que ces paysages sont découverts et font découvrir aux habitants de la côte Est, grâce à leurs tableaux et leurs photos, ces paysages donc sublimes de l'Ouest. Il découvre donc ces paysages complètement inconnus, mais il découvre aussi des conditions de vie encore plus barbares dans cette frontière de l'Ouest. C'est le milieu des chercheurs d'or, fait de violence, de corruption, d'individualisme. Et il va donc se donner pour mission, en fait, de civiliser cette population de ce domaine minier, de cette population de Mariposa, en tentant de lui indiquer le sens du domestique, c'est-à-dire l'attention, le soin apporté à l'entretien du foyer familial, mais aussi le sens de la communauté, ce qui suppose de privilégier le bien commun sur le bien individuel. Il ne va pas vraiment y parvenir. Cette expérience californienne est plutôt décevante à certains points de vue. Les principaux filons de la mine ont été exploités. Celle-ci donc est beaucoup moins rentable que ce qui était prévu. Et il va concevoir un grand projet pour Mariposa qui supposait de créer une production agricole pour ces territoires, de trouver de l'eau, d'apporter de l'eau et de créer une production agricole, ce qui va être refusé par les propriétaires du domaine. Par contre, concours de circonstances, et ça c'est la carrière d'Olmsted est faite de ces concours de circonstances. Il est justement en Californie. Il vient de découvrir donc la Yosemite Valley et Mariposa Grove, au moment où le Congrès des États-Unis adopte le Yosemite Act à l'été 1864,
qui va créer les 2 réserves de la vallée de Yosemite et de Mariposa, de la chaîne de séquoia, la forêt de séquoia géant. Et alors, donc là encore, on a ce nom de Homestead qui reste attaché à Yosemite, au parc de Yosemite, alors même qu'il ne va jouer absolument aucun rôle dans le vote du Yosemite Act, et que sa présence sur les lieux en 1864 est tout à fait fortuite. Son rôle a consisté à rédiger le rapport qui devait déterminer le mode de gestion de ces 2 réserves naturelles, les conditions de visite, les conditions d'aménagement, de façon à préserver l'intégrité de ces lieux grandioses. Le rapport va être présenté, mais il ne va pas être voté, et il ne sera donc suivi d'aucun effet. Mais cette expérience de 2 ans en Californie est importante dans le sens où elle va permettre à Homestead de se conforter dans l'idée que la nature détient un pouvoir essentiel sur la nature humaine, celui de l'apaiser, de lui faire recouvrer la sérénité et la plénitude du corps et de l'esprit. Pour lui, la contemplation y compris de ces paysages de la wilderness, donc de cette nature sauvage, en agissant sur le système nerveux de l'individu, le libère du stress provoqué par ses préoccupations quotidiennes. Et pour lui, chacun est concerné, pas seulement l'habitant de la grande ville, pas seulement l'homme d'affaires, mais aussi la femme, l'enfant, tout comme l'agriculteur. Et il va donc acquérir dans ces lieux la conviction que la nature détient le pouvoir de civiliser et de démocratiser la société, qu'il s'agisse donc de cette nature sublime que l'on a sous les yeux, de la wilderness, ou qu'il s'agisse de celle du parc résultante de l'action humaine. Il considère jusqu'alors, il n'est pas le seul, mais c'est ce qu'il va donc à ce moment-là mettre en avant dans ses écrits. Jusqu'alors, la jouissance des plus beaux paysages avait été le monopole des familles les plus aisées, des personnes qui pouvaient s'y rendre ou qui pouvaient se rendre propriétaires de ces territoires. Et donc pour lui, il fallait en effet y remédier par la constitution de grandes réserves publiques ouvertes à tous, et pour lui, il s'agit d'un devoir politique. Alors en Californie, il va aussi être sollicité pour concevoir des plans de parcs, pour San Francisco notamment, un plan de campus, celui de Berkeley, et puis d'autres parcs, d'autres éléments paysagers. Mais durant ces années, Calvert Vaux lui écrit, lui demande de revenir sur la côte Est. Il insiste énormément et Calvert Vaux obtient le fait que tous les 2 soient nommés landscape architects, donc architectes du paysage de Central Park à nouveau. Et puis surtout, Calvert Vaux a obtenu la commande d'un nouveau parc qui est celui de Brooklyn et qu'il tient absolument à réaliser en collaboration avec Homestead. C'est ce parc que vous avez sous les yeux, c'est Prospect Park, qu'ils vont en effet réaliser. Et donc, en 1865, Homestead est de retour à New York. Il hésite là encore, mais finalement, il va choisir de se consacrer à cette nouvelle profession. Il ne sait pas encore vraiment comment la définir. D'ailleurs, ça va être une question, sa vie durant, comment définir cette profession qu'il va exercer désormais. Cette association avec Calvert Vaux va durer jusqu'en 1872. Ensuite, ils vont conduire une carrière, chacun de leur côté, puis ils vont se retrouver autour de certains projets. Alors, c'est important donc de comprendre ce parcours pour comprendre donc, j'ai employé plusieurs termes jusqu'alors, notamment ce terme de civilisation, c'est-à-dire qu'il civilisait la population américaine.
Et donc toute sa carrière qu'il va mener va être menée dans cet objectif de construire de nouveaux environnements naturels, entre guillemets, qui conduiraient les Américains à développer ce sens du domestique, ce sens de la communauté qui faisait défaut, selon Olmsted, à une grande partie de la population américaine d'alors. Et ce notamment parce que quand il revient sur la côte Est, il va constater que les conditions de vie dans une grande ville comme celle de Manhattan sont très souvent sordides, surtout pour les populations les plus modestes. Et c'est ce qu'il va appeler une nouvelle frontière, cette frontière de la grande ville. Une autre barbarie, je vous le disais en introduction, qui est tout aussi dangereuse pour lui, pour la démocratie américaine. Et donc, il va considérer qu'il revient à l'architecture du paysage, d'anticiper, d'organiser, d'orienter ce mouvement inéluctable de l'urbanisation afin d'offrir donc les conditions de vie plus saines à la population américaine et notamment à cette population des grandes métropoles. Alors, je veux juste, je regarde l'heure, on a commencé très en retard, je vais essayer de raccourcir un petit peu pour qu'on finisse pas trop tard, mais je voulais juste revenir sur ce qu'on pourrait appeler certains concepts olmstediens avant d'arriver vers les projets, les éléments qui constituent notamment le projet métropolitain. Alors, on a un terme qui revient très souvent dans les écrits d'Olmsted, qui est celui de communitiveness, qu'on n'a pas traduit, et qui revient sur ce que j'ai d'ores et déjà développé, mais je veux insister. On l'a vu, Olmsted est originaire de la Nouvelle-Angleterre et a comme modèle la société de petites communautés, de petites villes parfaitement organisées avec leurs institutions culturelles et éducatives. Et c'est ce qu'il va défendre avec cette idée de communitiveness. Il insiste sur ces deux dimensions, donc du domestique, c'est-à-dire l'attention, le soin apporté au foyer, à la maison et à ses abords, mais aussi l'intérêt pour le bien commun. C'est ce qui fait une communauté, le fait de privilégier le bien commun sur le bien individuel. Et c'est ce qu'il va essayer de favoriser par certains dispositifs spatiaux que nous verrons tout à l'heure. On retrouve ça notamment dans ce qu'il décrit pour le campus de Berkeley, on le verra pour Riverside, donc le premier plan de suburb qu'il conçoit en 1868. L'autre point que j'ai déjà commencé à aborder est cette idée de civilisation au sens d'action de civiliser. Olmsted est convaincu de la supériorité de la vie urbaine. À la ville, je le disais tout à l'heure, sont associés le progrès, la richesse, non seulement dans le domaine du commerce, mais surtout d'un point de vue culturel et scientifique. Pour lui, plus la ville est importante et prospère, et plus elle s'impose comme un lieu de savoir, d'accès aux sciences, aux arts, et ce sont les lieux où hommes et femmes bénéficient de conditions d'émancipation beaucoup plus importantes, en particulier pour ce qui concerne les tâches domestiques, et donc pour les femmes. On a une très grande attention accordée à la condition féminine, et notamment dans les campagnes, et il considère que les femmes, quand bien même elles seraient d'un milieu modeste ou qu'elles seraient ouvrières dans une entreprise, elles ont beaucoup plus de chances de s'émanciper, de se libérer de certaines contraintes en ville qu'à la campagne. Et il écrit, à la campagne, les riches eux-mêmes n'ont pas les mêmes avantages qui s'offrent à la population la plus pauvre des ouvrières de Boston. Alors malgré sa rudesse et sa violence, la ville offre donc à la femme les moyens de son affranchissement et de son indépendance.
Et ça, c'est important parce qu'on était dans l'idée, ce que je vous disais au début du 19e siècle, que la campagne a constitué le berceau de la démocratie américaine. Et toute son enfance et toute sa jeunesse, on va dire, il est dans un milieu qui porte cette idée. Mais là, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est la ville qui s'impose comme le lieu d'intégration, et notamment d'intégration de toute cette population extrêmement diversifiée qui arrive dans ces grandes villes. D'où l'importance de mettre au point, d'inventer une autre ville, beaucoup plus humaine, beaucoup moins oppressante que celle qui existe actuellement. La troisième notion qui est importante, qui l'explique assez difficilement aussi, est celle que l'on pourrait résumer sous cet intitulé « La dimension curative inconsciente de l'arbre ». Dans le sens où Olmsted a toujours essayé de travailler avec les meilleurs spécialistes de son époque, et notamment il connaissait très bien les travaux des médecins parce qu'il en a côtoyé un très grand nombre pendant la guerre de sécession au sein de cette commission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc il connaît parfaitement leurs travaux sur les conditions d'hygiène et de salubrité dans les villes, sur les maladies provoquées par les airs viciés, les eaux souillées, mais aussi par l'excès de stress, de bruit ou de concentration constante dans les grandes villes. Et pour lui, donc, modifier la structure des villes s'imposait comme une urgente nécessité pour ces hommes, et il fait partie, je vous le disais tout à l'heure, des réformateurs sociaux, qui vont être motivés par l'idée que l'intérêt public, désormais, devait prévaloir. Et d'où la création, d'où ce travail qu'ils vont faire pour la création de grands parcs publics. Alors Olmsted écrit « Si Boston continue de croître au rythme actuel, ne serait-ce que durant quelques générations, et ça vaut pour Boston, mais pour toutes les grandes villes américaines, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants atteints de graves troubles psychiques et mentaux sera supérieur à ce qu'il est aujourd'hui sur tout le continent. » Et que l'arbre assainisse donc l'air des villes n'est plus à démontrer à l'époque pour les médecins hygiénistes qui se mobilisent, donc je le disais tout à l'heure, pour la création de parcs publics dans les grandes villes américaines. Un des médecins, le docteur Roche, avec lequel Olmsted travaille, écrit à propos de Chicago « Non seulement la plantation d'arbres briserait la force du vent, procurerait de la chaleur l'hiver et de la fraîcheur en été, modérant ainsi les températures extrêmes, mais elle absorberait en même temps dans une large mesure les gaz nocifs générés dans toute ville densément peuplée, produisant de l'oxygène et ainsi contribuant à la santé publique. » Il ajoute « Les arbres sont si intimement associés à l'homme et ils contribuent à un tel point à son bonheur et son confort que leur culture, leur plantation doit partout être encouragée. » Et Olmsted insiste tout particulièrement sur cette dernière dimension qui lui semble fondamentale. Au-delà donc de purifier l'air, l'arbre pacifie l'esprit. Mais s'il suffit de planter des arbres sur les bords de route, par exemple, pour combattre les miasmes, il en va différemment pour ce qui relève de l'apaisement du mental. Et pour Olmsted, créer un paysage capable d'influer sur le psychisme de la personne sans que celle-ci n'en soit forcément consciente, relève justement de la mission de l'architecte du paysage. Il fait référence notamment, quand il parle de cette action ou du plaisir ou bien-être inconscient que procure l'arbre et la nature, il fait un parallèle avec la musique et avec les beaux-arts. Quand vous regardez un beau tableau, quand vous écoutez un morceau de musique qui vous fait plaisir et qui vous relaxe. Et c'est là toute l'originalité, mais aussi toute la difficulté
qu'a représenté l'œuvre d'Olmsted pour la comprendre. Ça a été sa difficulté aussi à expliciter ce qu'il souhaitait faire. Et il l'expose notamment à la fin de sa vie, à combien il lui a été difficile d'expliquer cela. Il n'y parviendra jamais véritablement, à tel point qu'on n'a pas justement de grands traités d'Olmsted. On a une suite d'articles, de rapports, mais on n'a pas le traité d'Olmsted. Alors, on pourra revenir pour celles et ceux que ça intéresse sur ces notions, mais je vais avancer sur justement les dispositifs donc, qu'il va inventer pour procurer ce bien-être aux habitants des grandes villes et plus largement à la population américaine. Alors on l'a vu, le premier élément, c'est le parc. Le parc, donc, qui procure bien-être, plaisir, apaisement, ainsi qu'un sentiment de liberté, à la condition que tout soit fait justement pour que le visiteur du parc puisse oublier le stress et les contraintes de sa vie quotidienne. Alors le problème dans le parc, comme dans une réserve naturelle telle que Yosemite, est sensiblement le même, nous dit Olmsted. Comment éviter qu'un très grand nombre de visiteurs transforment ce lieu, qui est censé être un lieu paisible, en un lieu aussi fréquenté et oppressant que les rues de la ville. Et donc pour ce faire, le parc est constitué de différentes scènes ou lieux conçus pour accueillir une multitude d'activités divertissantes et apaisantes, donc des activités de promenade, de jeu, de relaxation, de contemplation. Les activités sportives sont prohibées dans le parc parce qu'elles renvoient à l'esprit de compétition et de rivalité. Un point est essentiel, la qualité d'un paysage d'un parc ne peut être obtenue en imitant la nature. Il s'agit de composer une nature spécifique et j'ai employé tout à l'heure le terme de scène et je peux revenir sur certaines de ces images. Nous avons généralement 3 scènes principales dans les parcs d'Olmsted. La première, c'est la prairie, la scène rurale par excellence selon Olmsted. La prairie, et vous avez vu tout à l'heure des grandes prairies avec les moutons, qui procurent calme et sérénité. Et puis on a la forêt et les rochers qui renvoient au pittoresque. Et on a le lac avec les eaux paisibles du lac qui contribuent elles aussi à la quiétude et au repos. Alors bien évidemment, comme Olmsted, là c'est Central Park, a conçu Central Park, il ne pouvait pas penser qu'on aurait une architecture qui dépasse la cime des arbres. Il n'y avait évidemment pas ce paysage en arrière-plan comme du vivant d'Olmsted. Alors chacune de ces scènes constitue une séquence dans l'esprit d'Olmsted, dans une continuité de parcours, sans rupture, sans éléments discordants qui viendraient interrompre justement l'équilibre et l'harmonie d'ensemble. Et cette notion de parcours est fondamentale, c'est ce qu'on perçoit à la lecture des rapports d'Olmsted, dans ses descriptions. Le regard est constamment en mouvement, à des vitesses différentes selon qu'il se déplace à pied, à cheval ou en fiacre, ou simplement parce que le regard balaye le paysage qui s'offre à lui. Et les rapports d'Olmsted, rédigés pour présenter les projets et accompagner les plans, rendent compte justement de ces grandes qualités d'observateur qu'il a su développer. Ils sont très descriptifs des usages, notamment de ces espaces qu'il conçoit. Il prête toujours une grande attention, je le disais tout à l'heure, aux femmes, aux enfants, aux invalides, pour reprendre ces termes, à la qualité des cheminements qu'ils vont emprunter, des services auxquels ils auront accès, qu'il s'agisse des lieux où se rafraîchir, où les enfants pourront boire un verre de lait ou de l'eau fraîche, parce que la population la plus modeste, très souvent, n'a pas accès à de l'eau potable. Les sanitaires aussi, notamment pour les femmes, ils prêtent une très grande attention. Tout est fait pour
que ce lieu soit un environnement le plus confortable possible et que les habitants et les visiteurs de ces parcs oublient l'environnement hostile de la ville. L'autre élément principal du projet d'Olmsted, c'est donc le Parkway. Le Parkway, selon Olmsted et Vaux, représente en fait une évolution majeure dans l'histoire de la rue. Il combine le parc et un système des voies de circulation différenciées selon la nature des trafics. Ce Parkway, pour eux, succède en fait au modèle qu'ont constitué l'avenue de l'Impératrice à Paris, aujourd'hui avenue Foch, et l'Unter den Linden à Berlin. Alors, le Parkway compose une armature en fait, c'est une nouvelle forme urbaine, une armature verte, qui devait permettre la construction d'une ville plus saine. Les premiers parkways sont proposés à Brooklyn, où il est encore possible de proposer cette armature verte, puisqu'on n'a pas encore, contrairement à Manhattan, un plan de ville figé. Et donc, l'enjeu est de réserver pour les quartiers résidentiels les lieux les plus salubres, les plus aérés, et aussi où on a les vues les plus plaisantes vers le port, vers la rivière ou vers l'océan. Et ces différents sites devaient être aménagés de parkways, donc de ces rubans verts, qui devaient permettre de résoudre à la fois les problèmes de circulation et de salubrité. Le Parkway, donc, constitue l'épine dorsale d'un quartier résidentiel d'un nouveau type, puisqu'on a un grand parkway central, des parcelles avec des maisons et des jardins, une deuxième rue large, bordée d'arbres, vous le voyez ici, bordée de 4 rangées d'arbres, et donc ce ruban vert permettait de loger, selon Olmsted, 500 000 habitants dans des conditions particulièrement confortables. Alors le premier, on a une autre étape qui va être franchie dans la mise en place de ce projet métropolitain, qui est le projet qu'il établit pour Buffalo en 1868, et c'est la première fois qu'il va proposer un parc système, et c'est une nouvelle étape, puisque là, il va proposer un projet d'une très grande ampleur pour cette ville. Alors ça, c'est une autre caractéristique du travail d'Olmsted et du personnage, c'est qu'il ne se contente jamais de répondre à la commande, il est toujours beaucoup plus ambitieux, et les commanditaires ne sont pas toujours prêts à le suivre. Donc il est invité initialement à Buffalo pour donner son avis quant au futur parc que la ville souhaite aménager. Il a énormément de commandes de parcs, et il va répondre non pas seulement par la proposition d'un parc, mais d'un plan d'ensemble, de manière à anticiper donc le devenir de la ville de Buffalo, de manière à l'organiser et à pratiquer des réserves foncières qui, selon lui, sont indispensables et qui vont permettre la création non pas d'un seul parc, mais de plusieurs parcs et de tout un système donc de parkways qui relie ces parcs entre eux. Donc cette armature verte va être partiellement construite pour le coup. Il va rencontrer une municipalité, une population à Buffalo qu'il dit beaucoup plus progressiste. D'ailleurs, l'agence d'Olmsted va travailler des années durant, plusieurs décennies, y compris quand Olmsted sera parti à la retraite ou sera décédé. L'agence d'Olmsted va continuer à réaliser des parcs, des parkways, des commandes privées aussi à Buffalo,
Vous avez ici donc des photos de l'époque de certaines de ces réalisations. Vous avez un plan de Buffalo à la fin du 19e siècle et vous voyez cette armature verte et l'évolution de l'urbanisation qui a gagné cette fois-ci ce système de parc avec le grand parc de Delaware au nord. Alors aujourd'hui, le parc système n'a pas été complètement réalisé tel qu'il avait été imaginé. Je vous ai dit, il a été partiellement réalisé. Aujourd'hui, si vous regardez des images, on peut le reconnaître, on peut retrouver cette armature-là, avec néanmoins un problème, c'est que nombre des parkways ont été transformés en autoroutes urbaines. Mais vous trouvez le nom encore, hein, même si ce sont devenus des autoroutes. Alors, la ville qui va offrir à Olmsted de réaliser une telle armature verte, c'est Boston, dans les années 1880, avec l'aménagement des Back Bay Fence, qu'on va voir plutôt sur cette illustration-là. Donc vous avez ici le premier projet qui est formulé, vous voyez, à la fin des années 1870. Et puis on va voir morceau par morceau, donc ces différents projets qui vont aussi là être conduits durant les années 1880, 1890 au début du XXe siècle, jusqu'à l'Arboretum et Franklin Park. Ce sont des aménagements qui sont intéressants à plusieurs titres. D'une part parce que ce sont des aménagements extrêmement techniques. Ce sont des projets qui sont faits sur des territoires gagnés sur les eaux, donc des territoires de marais, qu'il s'agit de drainer, qu'il s'agit d'assainir. Donc on a en effet des dispositifs là, qui sont conçus avec des ingénieurs hydrauliciens qui sont extrêmement perfectionnés pour l'époque. Je vous montre juste aussi des photos d'aujourd'hui. Alors là encore, tout cela a été perturbé par certaines autoroutes urbaines. Mais vous voyez donc les Back Bay Fence et comment en effet cette armature verte a servi ensuite pour orienter toute l'urbanisation à venir. C'est aussi intéressant parce que Olmsted crée de toutes pièces des espaces qui aujourd'hui semblent naturels quand on les visite. On voyait tout à l'heure les marais des Back Bay Fence, où vous voyez ici l'aménagement de la Muddy River. Or, dans les faits, il s'agit d'un important travail sur les sols, sur la gestion des eaux, et qui intègre aussi la question des transports. Hein. Sur les Back Bay Fence, on a le tramway, on a tout un réseau de rues qui les traversent. Et donc ça, c'est extrêmement important, je vous le disais. Olmsted n'est pas un nostalgique, donc il va intégrer dans chacun de ses projets, en fait, les derniers progrès, que ce soit en matière de circulation, que ce soit en matière aussi d'ingénierie, puisqu'il va s'entourer véritablement des hommes de l'art de l'époque. Le dernier élément de ce système, c'est le suburb. Alors, le suburb, explique Olmsted, ne renvoie pas à la périphérie des villes. Hein. On a très souvent tendance à traduire suburb par banlieue. Ce n'est pas une banlieue. C'est un lieu qui n'est pas pleinement urbain. C'est un lieu qui est entre ville et campagne. Et l'idéal du suburb est illustré justement par ce premier projet auquel travaille Olmsted. Ce ne sera pas le seul, il y en aura beaucoup d'autres, enfin un certain nombre d'autres. C'est un projet qui est aussi conçu en 1868. Donc vous voyez que Parkway Suburb, on a une forme de concentration dans le temps, et puis ensuite c'est ce qui va être décliné au travers des différents projets auxquels il va travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, avec le suburb, il s'agit d'inventer une nouvelle entité différente de la ville, en cela qu'elle offrirait des conditions donc, de vie plus saines aux habitants et favoriserait le sens de la communauté, ce que j'évoquais tout à l'heure, et le sens de l'entraide.
Le suburb pour Homestead offre donc à ses habitants les aménités propres à la ville, tout en leur proposant un refuge préservé des nuisances de la ville industrieuse et commerciale. Il protège l'intimité de la famille, mais encourage l'action collective. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais de communitiveness. Et donc pour Homestead, il est persuadé que ce suburb constituerait le cadre idéal où s'épanouirait la vie domestique qui nous décrit comme la plus raffinée, où les arts de la civilisation seraient pleinement mis en œuvre. Alors à cette époque-là, on a d'ores et déjà un très grand nombre de familles qui sont parties vivre aux franges des villes depuis 3 ou 4 décennies. La plupart d'entre elles demeurent isolées, éloignées, sans école, sans bibliothèque, sans service. Et c'est ce qu'il entend aussi. Il entend doter ces familles du suburb, de ces services qui se trouvent au centre. Ici, vous avez la gare et vous avez cette parcelle qui est réservée à l'établissement d'un centre. Et ici, vous avez un grand parc public. Et bien évidemment, ici, les différentes parcelles et les rues courbes qui s'opposent à la grille de Chicago, des rues courbes. Et l'objectif avec ces rues courbes, on a un plan de plantation très précis qui est prévu de manière à créer, ce que je vous disais tout à l'heure, un paysage tout le temps changeant en fonction de votre mobilité, de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Il va d'ailleurs accorder une très grande importance à la dimension des parcelles, au tracé de la voirie, à la différenciation entre les espaces publics et privés, c'est-à-dire entre les espaces collectifs et les jardins qui sont privés. Les jardins, pour lui, constituent une extension de la maison. Ces jardins, toutefois, ne sont jamais délimités par des murs, ils sont délimités par des plantations. Et des plantations dont l'objectif est de préserver l'intimité de la famille. Alors, beaucoup moins en hiver, c'est pour ça que je vous montre des photos en été et en hiver, puisqu'on n'a évidemment pas tout à fait le même paysage. Et je n'ai pas résisté à vous mettre la photo de cette maison de Wright pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnue. Et donc, à Riverside, tout est conçu de manière à être confortable, y compris pour les femmes et les enfants. Les cheminements piétons doivent aussi être confortables quand il pleut. Il ne doit pas patauger dans la boue. Et les voiries elles-mêmes, d'ailleurs, vont être pendant très longtemps louées, puisqu'elles sont, y compris l'hiver, on a des hivers extrêmement rudes à Chicago, et elles sont parfaitement drainées, donc elles vont être beaucoup moins glissantes que certaines autres rues de la ville. Chacune des parcelles aussi, oui, ce que je n'ai pas dit, donc on a des parcelles qui sont... Riverside n'est pas un suburb conçu pour des familles extrêmement aisées, comme d'autres villages de l'époque. On a une population plutôt classe moyenne, mais on a une parcelle où on peut avoir un jardin potager, un verger, voire quelques animaux. Il explique que la famille peut même avoir sa vache, fabriquer son beurre si elle le souhaite. Néanmoins, donc, ces familles ont accès à l'eau, ils ont des égouts, le gaz, l'éclairage public, les trottoirs, etc. Tout ce que les habitants des villes n'ont pas nécessairement. Je vais clore pour laisser un petit peu de place aux questions, parce que là ça fait maintenant 1h10 que je parle, et donc je veux laisser un petit peu de place aux questions. Je reviendrai sans doute sur certains points que je n'aurais pas évoqués avec vous.
je voulais réinsister donc sur cette dimension sociale du travail d'Olmsted, et qui est aussi une des raisons pour laquelle son travail n'a pas toujours été compris à sa juste mesure. Sa réflexion renvoie en fait à de nombreux débats aux États-Unis qui concernent donc la nature, l'idée de nature, et cette position d'Olmsted, on se rend compte, est difficile à classer à l'époque. On a certains chercheurs d'ailleurs contemporains qui le classent parmi les premiers écologistes. Je ne suis pas aussi certaine de cela moi-même. Ce qui est certain toutefois, donc, et je vais clore peut-être avec ces dernières illustrations et notamment ce plan, c'est que son œuvre, sa pensée visionnaire a inspiré nombre de paysagistes depuis lors, d'urbanistes, d'architectes, et on connaît notamment l'influence de ce plan Charles Elliott était un des paysagistes de l'agence d'Olmsted, et donc Olmsted a apporté une contribution majeure à l'histoire du paysagisme et de l'urbanisme aux États-Unis, mais aussi en Europe, où cette influence doit encore être évaluée à sa juste dimension, notamment pour ce qui concerne le début du XXe siècle. Donc ça devrait être l'enjeu d'une rencontre à laquelle je travaille actuellement avec des collègues de l'école du paysage en novembre prochain, où nous souhaiterions justement mieux connaître l'influence qu'a eu l'œuvre d'Olmsted chez certains architectes ou urbanistes européens et français notamment. Olmsted a créé la première agence de paysagisme des États-Unis, une énorme agence où il gérait le projet dans toutes leurs dimensions. C'est une agence d'ailleurs qui va former un très grand nombre de paysagistes, d'urbanistes et d'architectes. Wright va envoyer son fils se former chez Olmsted. Et son œuvre, je le disais tout à l'heure, va perdurer à tel point qu'à certains moments, d'ailleurs, il est difficile de véritablement savoir ce qui est l'œuvre d'Olmsted père, mais aussi l'œuvre de ses deux fils, son fils adoptif, son neveu et son fils, qui vont reprendre l'agence, une agence qui va être active jusqu'en 1961 et qui va mener un très grand nombre de projets, certains d'entre eux extrêmement, encore qui vont connaître une grande influence, si je pense au plan de Los Angeles des années 1930 qu'ils vont concevoir.